Le Chili en état d'urgence, le pays vit ses pires émeutes depuis des décennies. En 48 heures, la situation dans les rues a dégénéré. 11 morts au moins, plus de 1400 arrestations. Bonsoir Manuel Souzarte. Bonsoir. Vous êtes doctorant en histoire au CREDA, le Centre de recherche et de documentation des Amériques à la Sorbonne. Manuel Souzarte, que se passe-t-il exactement depuis ce week-end? Une histoire de tickets de métro, c'est ça? Oui, en gros, ce qui vient d'arriver au Chili, c'est que la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'augmenter en 30 pesos le prix de billets de métro. 30 pesos, c'est quelques centimes. Oui, c'est 5 centimes, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas grand-chose, mais ça a commencé à enchaîner beaucoup de réactions, surtout de côté de lycéens, de jeunes étudiants de Santiago, qui ont commencé à se regrouper dans une dizaine, vingtaine d'étudiants pour rentrer en force dans les stations de métro. Donc, en gros, dire on ne va pas payer parce qu'on croit que ce n'est pas juste. Et ça commence vraiment à prendre de vitesse, à prendre un rythme un peu vertigineux. Et déjà, vers vendredi, le métro commence à fermer ses stations. Donc, on se trouve l'après-midi de vendredi avec la plupart des stations de métro fermées. La ville commence à retourner, les personnes commencent à rentrer chez eux sans système de métro. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Ce n'est pas comme ici à Paris où il y a 14, 16 lignes de métro. Il y a eu des problèmes ici, mais au Chili, il y a en gros 4 grandes lignes de métro, mais on ne peut pas trop faire si la ligne principale reste bloquée. Ce que vous dites, c'est que l'augmentation de quelques centimes du prix du ticket de métro, c'est la théorie de l'iceberg. C'est la théorie de l'iceberg, Qu'est-ce que justement. ça veut dire? Bon, en gros, on a dans le sommet de l'iceberg 30 pesos, mais en bas, on a un système de santé publique que c'est très déficitaire, que ce n'est pas accessible, éducation publique de très mauvaise qualité, université publique aussi de mauvaise qualité, et donc, en gros, un très grand écart entre les différentes couches de la société. Oui, quelques chiffres pour comprendre ces inégalités qui minent le Chili. 1% des Chiliens qui concentrent 25% des richesses du pays. Un travailleur sur deux qui gagne moins de 500 euros par mois. C'est assez paradoxal parce que le Chili est souvent vu comme un modèle de stabilité économique, politique. Oui, et c'était la vérité pendant pas mal des années. Et d'un côté, on pourrait le dire, un gros succès économique avec une croissance d'environ plus de 2%. Oui, plus de 2%, un taux de chômage pas si haut et une population qui ne se plaignait pas. Mais depuis déjà quelques années que ça commence à monter un peu la contestation, surtout maintenant qu'il y a un gouvernement de droite. Alors, vous parlez de la contestation des Chiliens dans la rue. Vous, il y a quelques heures, vous avez eu au téléphone votre famille qui est toujours là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont dans la rue? Est-ce qu'ils ont peur? Voilà. C'est quelque chose de très générationnel. J'ai de jeunes cousins qui ont en gros 20 ans, 21 ans, qui sont dans les rues, qui sont en train de faire la contestation dans les rues parce qu'ils trouvent que c'est pas possible d'avoir les militaires maintenant dans les rues. J'ai aussi ma mère, par exemple, et ma sœur, qui les deux ont vécu la dictature militaire chilienne, connaissent déjà un type de réalité des militaires dans les rues, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aux gens. Donc, ils ont peur. Ils ont aussi beaucoup d'incertitudes sur comment ça peut évoluer dans les prochains jours. Justement, vous parlez de l'évolution et de cette incertitude. C'est quand même incroyable, si on regarde en arrière, il y a 48 heures, ça a commencé par des manifestations plutôt pacifistes, un métro certes bloqué, mais il n'y avait pas encore les incendies, les saccages, les pillages dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on est proche du chaos, vous le disiez en coulisses. Qu'est-ce qui a fait que ça a dégénéré? Qu'est-ce qui a provoqué cette bascule? Moi, je pense plutôt à cette idée de l'iceberg, parce que c'est déjà plusieurs années que les choses commencent à se concentrer, que les gens commencent à être fâchés en gros vers la classe, le pouvoir politique. Alors, du côté du président, on a réagi en réponse aux manifestants. Sébastien Piñera a déclaré l'état d'urgence et a carrément parlé de guerre. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est son allocution télévisée d'hier depuis le siège de l'armée. Écoutez-le. Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne. Près de 10 000 policiers militaires qui ont été envoyés dans les rues. Là, on parle de guerre, d'ennemis implacables. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Moi, comme historien, ça m'interpelle immédiatement. C'est pas du tout prudent de la part de M. le Président, parce qu'il a utilisé vraiment une phrase qu'on connaissait plutôt de la part de Pinochet, du dictateur militaire chilien. On est dans une guerre contre un ennemi interne. C'est un ennemi sans visage, c'est violent, c'est presque pas humain. Donc lui, il dit ça aujourd'hui. Mais ce matin-là, le chef militaire de la zone de Santiago dit « Moi, je suis un homme heureux, je ne suis pas en guerre contre personne ». Donc il y a cette bipolarité un peu dans le leadership de cette crise-là. Le pouvoir politique qui dit une chose, mais très, très préoccupant, et le pouvoir militaire qui dit que ce n'est pas si terrible que ça, mais avec le béret de combat dans la tête. Alors justement, en envoyant des militaires dans les rues, est-ce que le président chilien a fait une erreur? Est-ce qu'il a attisé finalement aussi toute cette colère des manifestants? Moi, je pense qu'il a escalé trop rapidement les choses parce qu'en fait, samedi soir, il a décidé d'annuler l'hausse de prix de métro. Un rétropédalage sur le ticket de métro. Tout le monde a oublié ça déjà. C'était trop tard. Oui, peut-être s'il aurait pris cette décision-là vendredi soir, au lieu de commencer à criminaliser le mouvement, tout pourrait déjà être différent. On parlait avec des amis un peu en rigolant. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu allais faire le week-end dernier avant que tout ça commence? Parce que maintenant, c'est presque un autre pays. Est-ce qu'il a pris la mesure de l'ampleur de la colère et des contestations? Moi, je ne pense pas. Toutes les analyses politiques disent que Piñera est un homme politique très têtu, qu'il n'aime pas trop les conseils, et donc je pense qu'il a fait un pari vers la criminalisation du mouvement, et il va tenir. Et jusqu'à ce moment-là, les deux partis du gouvernement sont avec lui, donc on ne peut pas attendre un changement trop vite. Mais alors, c'est quoi la prochaine étape? Comment les choses peuvent évoluer? On parle déjà de 11 morts, de saccage, de pillage, de 300 millions de dollars de dégradation. Moi, je pense qu'un facteur qui a joué un rôle important, c'était le fait que les manifestations ont eu lieu le week-end. Donc la semaine, ça devrait déjà commencer à calmer un peu les choses. Mais j'espère qu'au niveau de la classe politique, ils vont laisser leur discussion un peu ridicule de petite politique pour commencer à penser à un nouveau contrat social, que c'est ce que la plupart des Chiliens veulent maintenant. La COP25 a lieu dans 2 mois au Chili. Est-ce que cette manifestation-là, cet événement-là peut être remis en cause? Moi, bon, selon ce qu'on a vu le week-end, on pourrait penser pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Et une semaine avant, le président Piñera disait que le Chili était un oasis de paix, de démocratie dans la région. Et maintenant, 3 jours après, à cause de sa manque de prudence, on voit cette situation-là. Donc, je pense que c'est assez compliqué d'accueillir un événement qui a aussi un côté contestataire très fort du groupe qui sont contre les mesures environnementales du gouvernement. Est-ce que ça a pu jouer aussi cette COP25 et la volonté du gouvernement d'étouffer dans l'œuf toute velléité de contestation, justement pour pas que ça entache le futur événement? Ça pourrait être une mesure à prendre pour eux, mais on a vu déjà ce week-end-là qu'ils n'ont pas nécessairement la main sur tous les événements. Le Chili est un pays très long, avec pas beaucoup de population, mais avec une géographie assez particulière. Et la contestation est déjà dans le centre du pays, où le 40% de la population habite. Donc c'est compliqué d'essayer de tout faire tout avec la violence. Eh bien, merci. Merci, Manuel Souzarte, d'être venu sur notre plateau. Doctorant en histoire au CREDA, Centre de recherche et de documentation des Amériques. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la pagaille à la SNCF avec cette grève surprise durant tout le week-end et le lancement des vacances de la Toussaint. Alors, les mesures de sécurité sont-elles réellement insuffisantes dans les trains? Le gouvernement a-t-il bien géré la crise? C'est dans l'air est intitulé ce soir. SNCF, droit de retrait ou grève illégitime? Bonne émission à vous.